Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous live FPI, ce matin consacré à l'actualité de la fiscalité de l'aménagement. Je vous remercie de nous rejoindre. Je suis accompagnée ce matin par des représentants de la DGFiP que je vais laisser se présenter et par des avocats spécialisés en fiscalité de l'urbanisme qui vont nous rejoindre et que je laisse également se présenter. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Moi, je suis Marina Fage, je suis la chef du bureau du cadastre au sein de la Direction générale des finances publiques. Bonjour, Marjorie Bruston, je travaille également à la Direction générale des finances publiques dans le bureau dirigé par Marina et je suis chef de projet sur le transfert des taxes d'urbanisme à la DGFiP. Très bien. Est-ce que Maître Bonneau et Maître Vaz sont avec nous et peuvent se présenter? Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous, Olivier Bonneau, avocat associé chez Rivière Avocat Associés. Et à mon tour, Antoine Vaz, associé également dans le même cabinet qu'Olivier et dans le même département. Merci à tous. Donc pour nos adhérents qui sont avec nous ce matin, vous n'hésitez pas à poser les questions dans le chat, pour pouvoir les relayer aux intervenants afin qu'ils puissent y répondre. Et juste vous rappeler, vous présenter, on est ensemble pour 1 heure avec 2 temps. Donc un premier temps, les mesdames vont présenter les évolutions des outils nécessaires à la déclaration de la taxe d'aménagement. Et on fera un point ensuite sur l'actualité jurisprudentielle. Et donc, je vous cède la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup, Bérangère. Donc, effectivement, on va se concentrer dans un premier temps avec Marjorie sur un rappel du contexte d'évolution, on va dire, de cette liquidation des taxes d'urbanisme et donc le transfert de cette liquidation à la Direction générale des finances publiques. Et puis, le changement d'outils, puisque en même temps, simultanément par rapport à ce transfert d'interlocuteurs, on va dire, en termes de liquidation, eh bien, on a aussi une modification des outils avec une ouverture à la dématérialisation et donc la possibilité de déposer des déclarations en ligne, ce qui n'existait pas en matière foncière et en matière de taxes. On était sur la version papier. Exactement. Au stade de la demande le de bon permis, là, formulaire tout papier change. dont la compréhension était parfois assez erratique, soyons clairs, et la lisibilité assez erratique. Donc on rentre dans une logique de parcours dématérialisé avec des questions qui sont adaptées au profil et au cas individuel autant que possible des propriétaires et en tout cas des différents interlocuteurs, propriétaires et promoteurs typiquement. Donc on va rentrer dans le détail un petit peu du fonctionnement de ces nouveaux outils en essayant de l'illustrer avec le parcours déclaratif en tant que tel, mais c'est surtout l'occasion de réexpliquer comment ça fonctionne dans ce nouveau système et quelles vont être les prochaines étapes, et notamment en évoquant la nouveauté qui est l'acompte de taxes d'aménagement qui se met en place dans le cadre de cette réforme qui, je rappelle, s'applique pour les demandes de PC déposées depuis le 1er septembre 2022. Voilà, donc on va rentrer dans le... Ça va devenir d'actualité, le temps passant. Exactement, puisque effectivement, Bérangère, toutes les demandes d'autorisation d'urbanisme qui ont été déposées avant restent, on va dire, en ancien système, avec une liquidation qui continue d'être réalisée par les DDT en local, et avec des éléments qui vont permettre la liquidation, qui sont ceux qui sont déclarés au moment du dépôt de l'autorisation d'urbanisme, et avec une liquidation à 12 et 24 mois par rapport à la validation de la déclaration de l'autorisation d'urbanisme. Donc, en nouveau système, on est dans une logique où la date d'exigibilité de cette taxe est modifiée et on s'aligne en fait sur les règles foncières, puisque cette logique de transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme s'inscrit vraiment dans une logique de rechercher des synergies qui existaient et donc de s'appuyer sur les synergies entre les éléments fonciers et notamment la déclaration foncière et les démarches foncières et puis ces démarches de taxes d'urbanisme en tant que telles. Donc la date qui devient la date de référence, c'est vraiment l'achèvement des travaux. L'achèvement des travaux au sens fiscal, au sens de l'article 1406 du Code général des impôts, qui régit d'ores et déjà le dépôt des déclarations foncières, les anciens formulaires H1, H2
et 6660 REF pour ce qui est des locaux professionnels. Globalement, cette notion-là, on est sur l'utilisation du bien, l'habitabilité. Exactement, la pour le notion logement et d'habitabilité. l'utilisation, Ouais, tout à fait, en résumé. Et donc, ce même fait générateur va s'appuyer maintenant, va déterminer aussi la nécessité de déposer cette déclaration d'urbanisme, d'éléments nécessaires au calcul des taxes 90 d'urbanisme. jours après, c'est ça. Donc, c'est dans les 90 jours de l'achèvement des travaux. D'accord. C'est ça vraiment qui va régir le principe. Et donc, ça va être une déclaration concomitante en matière foncière et en matière de taxes d'urbanisme. Donc, on est vraiment dans cette logique-là. On va profiter de la mise en place de démarches dématérialisées. Donc, on est dans une logique. Alors, nos obligations foncières, déclaratives foncières, sont des choses qui sont assez méconnues par les propriétaires lambda. Je ne parle bien évidemment pas du cas particulier des promoteurs, mais de manière globale, ce n'est pas une obligation déclarative récurrente comme l'impôt sur le revenu, par exemple. Donc, on a besoin très pratiquement de surveiller ces autorisations d'urbanisme et de faire preuve d'information directe et proactive vis-à-vis des propriétaires pour qu'ils pensent à déposer ces déclarations. De fait, cette surveillance que l'on réalise à la DGFiP sur la base des autorisations d'urbanisme dont on a connaissance, elle va alimenter à la fois la surveillance en matière foncière et en matière de taxes d'urbanisme. Et donc la logique, le calendrier, il est le suivant. Dès que l'on a connaissance de l'autorisation d'urbanisme validée, et ça on le récupère exactement via les flux d'alimentation Citadel qui nous indiquent les autorisations d'urbanisme ayant été validées. On va récupérer cette information-là et on va s'adresser au propriétaire de la parcelle d'assises, puisque c'est à chaque fois à cette personne que l'on s'adresse par défaut, pour lui demander dans un premier temps, donc on s'adresse à lui par notification, par courriel, donc et on va via JMBI, c'est ça? Exactement, on va l'inviter à chaque fois à venir se connecter à son service en ligne Gérer mes biens immobiliers, GMBI, qui est connu maintenant, notamment du fait de la déclaration d'occupation. Festival. Exactement. Et du coup, donc, on va inviter à chaque fois le propriétaire à venir se connecter à ce service. Au début de l'histoire, pour qu'il vienne nous indiquer la nature des travaux envisagés et la date prévisionnelle d'achèvement de ces travaux. Et puis quand l'achèvement va arriver, en tout cas quand la date d'achèvement prévisionnelle va arriver, on va revenir vers lui pour lui rappeler qu'il faut qu'il vienne déclarer ses biens. Quand l'achèvement est au rendez-vous, c'est un parcours déclaratif commun, foncier et urbanisme qui lui est proposé. Une seule plateforme pour les deux déclarations. Exactement. Urbanisme et donc ça va être un enchaînement, comme on va le voir, de différents écrans qui vont permettre de récupérer les informations à la fois à finalité foncière et d'urbanisme et qui vont permettre la confection de deux déclarations foncières et d'urbanisme qui d'ailleurs vont rester accessibles pour l'usager concerné dans son espace en ligne et qui vont donc être exploitées d'une part pour déterminer la valeur locative des biens, la base foncière des biens, et puis les montants de taxes d'aménagement et de taxes d'archéologie préventive lorsque c'est pertinent, qui vont ensuite qui vont être liquidés par la DGFiP, mais qui vont lui être réclamés de manière tout à fait classique. Et là, sur la partie recouvrement, rien n'a été modifié. On est toujours sur l'émission d'un titre de perception papier à ce stade, qui est donc selon des modalités de paiement qui sont totalement inchangées pour le coup. Donc, je vous propose qu'on détaille un petit peu les écrans un à un. Et du coup, Marjorie, je te laisse volontiers la parole pour ce parcours déclaratif donc, que l'on a ciblé sur la situation vraiment des promoteurs, donc spécifique des promoteurs. Notamment ce sujet des projets de plus ou moins 5000 m², puisqu'on a déjà les questions. Exactement. Alors, là, on est vraiment... Donc, on est sur le cas particulier, effectivement, des promoteurs. Donc, comme disait Marina, un usager lambda qui fait construire sa maison, il va avoir un parcours unifié, taxe foncière, taxe d'urbanisme. Il va répondre à une série de questions qui vont ensuite être dispatchées en arrière-plan entre les taxes foncières et les taxes d'urbanisme. Pour les cas des promoteurs, c'est un petit peu différent puisque le promoteur, lui, est redevable des taxes d'urbanisme pour la totalité du projet. En revanche, s'il vend en VFA, c'est chaque acquéreur qui est tenu de faire la déclaration foncière.
Donc par souci de simplification, dans le cas particulier du promoteur, il va y avoir un parcours taxe d'urbanisme spécifique au début et qui pourra s'enchaîner derrière vers des parcours fonciers pour déclarer les locaux communs et les appartements éventuellement invendus au moment de l'achèvement des travaux. L'accès au parcours se fait, comme on disait, par la plateforme Gérer mes biens immobiliers, avec la petite pastille déclaration attendue, qui permet d'aller faire sa déclaration. Donc, si le projet... Peut-être je te coupe 30 secondes, Marjorie, pour insister là-dessus. Ce qui vous permet d'identifier un bien pour lequel une démarche foncière est attendue, c'est vraiment cette pastille que tu évoques, qui est la mention déclaration foncière attendue. Donc, vous allez identifier en fait la parcelle cadastrale qui est dans le permis de construire. Vous allez identifier le propriétaire avec cette petite notification. C'est tout à fait ça la logique. Une autorisation d'urbanisme qui nous arrive et comme ayant été validée, on va récupérer le titulaire de droit sur cette parcelle et donc on va s'adresser par défaut à cette personne-là. Donc, comme disait Marina, on a déjà un certain nombre d'informations à ce stade-là, puisqu'il y a eu la demande d'information au moment où on a reçu l'autorisation d'urbanisme. Donc, on vous a demandé si le projet a été supérieur ou inférieur à 5000 m². Et on pose aussi des questions pour être sûr de s'adresser à la bonne personne. Donc, on s'adresse en première intention au propriétaire. Mais on pose bien la question de savoir si ce propriétaire est bien le titulaire de l'autorisation d'urbanisme avant de poursuivre la suite du parcours. Le parcours qu'on va vous présenter là, c'est celui de la déclaration d'urbanisme, donc de la déclaration finale, en sachant que si dans la demande d'information vous avez déclaré construire un projet de plus de 5000 m², on vous sollicitera effectivement, donc via notification par courriel, avant la déclaration finale pour remplir une déclaration d'acompte. Déclaration d'acompte qui n'est pas encore disponible sur la plateforme Gérer mes biens immobiliers, qui le sera début 2024, fin 2023, début 2024. Et donc on vous sollicitera par courriel à ce moment-là pour vous demander de souscrire cette déclaration. D'accord, donc concrètement, vous identifiez le propriétaire foncier, il a la notification sur JMBI. Là, il dit si c'est un projet de plus ou moins 5000 m². Et il identifie le titulaire en fait, du permis, la personne à qui il faut notifier le fameux mail, c'est ça, pour opérer les déclarations fiscales, c'est ça? Exactement, ouais, exactement, c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment, donc, c'est très important lors de la première relation bilatérale, on va dire, entre l'usager et ce service Gérer mes biens immobiliers pour un local en devenir donné, que de faire attention à cette question qu'évoquait Marjorie, qui est est-ce que votre projet est d'une superficie supérieure ou pas à 5000 m², puisque c'est vraiment cette information qui va nous permettre de repérer ce que l'on appelle les grands projets ou pas, c'est-à-dire les projets donnant lieu à un acompte de taxes d'aménagement et du coup pour qui on va attendre une déclaration d'acompte, qui est une démarche nouvelle, et les autres qui vont effectivement n'avoir qu'à renseigner une déclaration foncière et de taxe d'urbanisme à la fin du processus de construction et donc dans les 90 jours de l'achèvement, comme on le disait. Donc cette situation d'acompte, pour prendre quelques instants sur ce sujet-là, on est vraiment dans une logique de déclaration nouvelle, cette déclaration d'acompte. L'objectif de cet acompte de taxe d'aménagement, c'est vraiment pour ces grands projets qui vont être plusieurs années à sortir de terre, ainsi de suite, d'avoir une préservation de la ressource des collectivités locales, un peu inquiète. Qui étaient inquiètes avec le décalage de la date d'exigibilité. Donc, de fait, c'est vraiment un acompte, alors 2 acomptes plus spécifiquement qui vont être respectivement de 50 et 35%. Et le solde à l'achèvement. Exactement, le solde à l'achèvement. Donc, c'est un acompte qui va s'appuyer sur le prévisionnel de la construction, bien évidemment. Et dans cette déclaration d'acompte, c'est ce prévisionnel que l'on va demander de décrire. Et puis, ça ne dédouane pas l'usager de déposer une déclaration de taxes d'urbanisme à la fin du processus, aux 90 jours de l'achèvement, bien sûr. Et du coup, les acomptes vont être vraiment défalqués en fait, de la liquidation définitive sur la base de la déclaration de taxes d'aménagement. Donc c'est vraiment, on va soustraire ces 2 acomptes. Si jamais les montants s'avéraient plus importants que le montant définitivement liquidé, bien sûr, il y a remboursement, dans le cas où le projet aurait été substantiellement diminué.
diminuer. Donc une déclaration d'acompte vraiment qui vient s'ajouter, s'intercaler, on va dire, dans le processus déclaratif, qui ne dédouane pas de la fin de l'histoire et du dépôt formel de taxes, de la déclaration foncière et de taxes d'urbanisme, et qui aujourd'hui, donc qui n'est pas une transposition d'une formule papier telle qu'elle existait avant, c'est vraiment une nouveauté parce que c'est dans le cadre du transfert à la DGFiP que cet acompte est apparu. Et donc aujourd'hui, cette déclaration d'acompte n'est pas disponible au sein du service Gérer mes biens immobiliers. Ça ne sert à rien de chercher sur le site. Voilà, exactement, ça ne sert à rien de chercher la démarche, elle n'est pas encore disponible. Et comme le disait Marjorie, donc c'est au courant premier trimestre, fin de premier trimestre 2024, que l'on activera cette déclaration d'acompte. Et de manière très pratique, on reviendra vers les usagers concernés, nous ayant expressément indiqué dans le parcours initial que le projet est de superficie supérieure à 5000 m². Donc cette information, on l'a collectée dès le début de l'arrivée, on va dire, des autorisations d'urbanisme qui tombent sous liquidation des DGFiP, et on reviendra expressément vers les propriétaires, enfin vers les titulaires de droits pour les projets concernés, pour leur demander de venir déposer cette déclaration d'acompte lorsque l'on sera prêt. Il y a une question pratico-pratique, effectivement. Dès lors que vous utilisez les bases Citadel en fait, pour cette plateforme-là, est-ce qu'il n'y a pas déjà des informations qui sont pré-remplies, entre guillemets, depuis les... On me dit, par exemple, est-ce que la surface de plancher qu'on mentionne dans le permis sera renseignée, entre guillemets, automatiquement? Alors, ça fait partie des pistes que l'on a en amélioration ensuite. Alors, là, ce que l'on pré-remplit comme information, schématiquement, ce sont des informations d'adresse, de parcelles d'assises, bien sûr, ce type d'informations littérales. Il n'y a pas encore de pré-remplissage des éléments de surface ou ce type de choses telles qu'elles figurent dans l'autorisation d'urbanisme au début. Ça fait partie des points que l'on a identifiés en termes d'évolution, et notamment avec une récupération plus directe des informations qui sont véhiculées via l'autorisation d'urbanisme dématérialisée quand elle est déposée via Plateau. Donc l'idée que l'on a juste derrière, c'est effectivement une connexion directe et une récupération des informations de Plateau pour pré-remplir, pour être vraiment dans une logique de pré-remplissage qui n'a rien d'original à la DGFiP, mais qui pourra toucher notre sphère aussi. D'accord. Donc là, on a choisi de vous présenter du coup le parcours promoteur, donc la déclaration finale, en sachant que la déclaration d'acompte, on va la concevoir vraiment sur le même modèle et que les différences entre les deux déclarations seront vraiment marginales. C'est simplement que c'est du prévisionnel pour la déclaration d'acompte, du définitif pour la déclaration de taxe aménagement. On a essayé de rendre ce parcours le moins complexe possible compte tenu de la complexité des taxes d'urbanisme. Donc là, on est sur un premier écran qui est relatif à la situation géographique de la construction afin de savoir si elle peut bénéficier d'exonération pour construction dans les zones d'aménagement concerté, projets urbains partenariaux, etc. Ça, c'est des questions, si vous répondez oui à ces questions, derrière, il va y avoir une expertise agent pour vérifier que la zone d'aménagement concerté dans laquelle vous construisez ouvre bien droit à exonération. Donc ça, c'est des dossiers qui seront mis en visibilité de nos agents pour qu'il y ait une expertise humaine dessus. On vous propose aussi de déclarer un éventuel montant de redevance d'archéologie préventive que vous auriez déjà payé dans le cadre d'un diagnostic préalable. Donc ça, on cible vraiment avec ces questions toutes les situations un petit peu particulières qui donnent lieu à exonération, à traitement spécifique dans le cadre de la législation sur les taxes d'urbanisme. C'est vraiment cette logique-là. Un point d'attention sur cette zone redevance d'archéologie préventive déjà versée. L'idée, c'est que ces montants-là déjà versés puissent être positionnés en déduction de la liquidation initiale. Alors là aussi, comme le disait Marjorie, ça nécessitera un échange, mais qui sera impulsé par nos agents pour s'assurer effectivement du bien fondé de ce montant déclaré comme ayant déjà été payé. Mais on est dans cette mécanique-là, l'idée étant de calculer ensuite au plus juste les montants restants à verser. Donc le deuxième écran, là aussi, des cas particuliers. Alors pour les exonérations, notamment monuments historiques, et puis les cas éventuellement de construction d'éoliennes, de panneaux voltaïques posés au sol, qui sont taxables à la taxe d'aménagement.
On a imaginé que dans un projet immobilier, il pouvait y avoir une éolienne de plus de 12 mètres de haut. Voilà, c'est un cas particulier, mais il ne faut pas passer à côté. Alors effectivement, ce sont, Les cas doivent être prévus. ça peut donner aussi une impression de liste à l'après-vert de situations un peu atypiques, mais qui ne sont que le reflet de ce qui peut exister en matière de taxes d'aménagement, très clairement. Donc là, on rentre dans le vif du sujet, où on va... voilà. C'est vraiment conçu pour déclarer le projet dans son ensemble. Donc la surface totale de l'immeuble collectif éventuellement construit. Donc avec un système où, lorsqu'on coche l'une des deux cases, ou les deux cases éventuellement, on a derrière un cadre qui se déplie automatiquement et qui permet de saisir la surface correspondante. On est vraiment sur une logique de personnalisation en fonction de la situation de l'usager, mais aussi au fil du parcours en fonction des réponses apportées, qui vont déterminer quels sont les déroulés d'écran. Alors, ça n'a rien de bien original, mais les déroulés d'écran derrière pour cibler au mieux la situation de la personne. Effectivement, une question pratique, ça, c'est l'espace qui va être créé, c'est ça pour faire ces fameuses déclarations d'acompte. Parce qu'effectivement, les questions que les adhérents posent à travers le chat, c'est que c'est un espace différent de gérer mon bien immobilier qui est attaché au compte. Ça s'intègre totalement dans gérer mon bien immobilier. Pour reprendre peut-être les fondamentaux en termes d'accès, aujourd'hui sur impôt.gouv, donc pour un usager particulier, une personne physique, ou pour un usager professionnel via son espace professionnel, par l'espace sécurisé, que ce soit d'un côté ou de l'autre, donc nécessitant authentification, il est possible d'accéder au service Gérer mes biens immobiliers, qui est une composante spécifique qui vient s'ajouter à la consultation des documents fiscaux, à la TVA pour ce qui est de l'espace pro, ainsi de suite. Et donc ce service Gérer mes biens immobiliers qui a ouvert à l'été 2021, tout d'abord, il a proposé, il continue de le faire, la restitution, l'affichage en consultation de l'ensemble des biens bâtis de la personne, alors de la personne sur lesquels la personne est titulaire de droit. Pratiquement, c'est ça la règle. Pour les promoteurs, ce sera, compte tenu de la rédaction assez classique des promesses, après PC purgé, donc on sera... Oui, tout à fait, avec au moment où ils seront cette logique. Propriétaires. Exactement, exactement. Et donc, au sein de ce service Gérer mes biens immobiliers, dans un premier temps, il n'y avait que de la consultation de proposer. On y a ajouté progressivement des services de déclaration, donc démarche plus proactive de la part de l'usager. Déclaration foncière et de taxe d'urbanisme qui est offerte depuis l'automne 2022, telle qu'on l'a décrit, à laquelle on ajoutera la déclaration d'acompte à la fin du premier trimestre 2024. Et puis, dans cette même logique, il y a eu la déclaration d'occupation proposée via GMBI à compter de janvier 2023. Mais c'est vraiment un complètement, une offre supplémentaire au sein de ce service Gérer mes biens immobiliers. Et donc, concrètement, comme au stade du dépôt de la demande de PC, c'est le propriétaire foncier qui est propriétaire. Donc, c'est lui qui va avoir la notification à travers GMBI, parce que c'est la parcelle qui sera identifiée dans le permis. Là, on pourra dire, il va recevoir une notification pour dire si c'est un projet de plus ou moins 5000 m². Exactement. Si c'est lui qui est titulaire du permis ou pas. C'est bien ça. Exactement. Et si c'est... donc, lui, il est titulaire du permis, mais il ne sera pas encore propriétaire. C'est là la question, c'est le propriétaire immobilier qui va... En fait, à partir du moment où nous, on s'adresse par défaut au propriétaire de la parcelle d'assises, lorsque le propriétaire de la parcelle d'assises va nous dire qu'il y a un promoteur schématiquement, ensuite, nous, on va commencer à s'adresser au promoteur schématiquement et on va l'amener à dérouler cet exercice. Mais donc dans son espace GMBI, sachant qu'il ne sera peut-être pas encore... Alors, il faudrait qu'il soit propriétaire, la question, c'est ça. Pour moi, c'est au moment... C'est dans le compte GMBI du promoteur dès lors qu'il est... On reste dans cette logique d'accès. Il pourra quand même y avoir un petit décalage dans le temps, parce que dans les textes, on nous explique qu'il faut faire cette déclaration pour les projets de plus de 5000 m². De mémoire, c'est avant le 7e mois, c'est ça avant tout à fait. Là, objectivement, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, voilà, ce sera plus tard. Ce sera un tout petit peu plus tard. Il faudra attendre que le promoteur soit propriétaire du terrain. Il faut donc voilà, donc il pourra y avoir un petit décalage peut-être au niveau des déclarations par rapport à cet aspect pratique. Ok. Tout à fait, c'est vraiment ça. Vas-y, Marjorie. Désolée.
Du coup, sur l'écran Suivant, voilà. Donc là, c'est vraiment l'illustration de ce que tu disais, Marina, sur la personnalisation du parcours. On commence par vous demander si dans votre programme immobilier, ce sont des locaux à usage d'habitation, professionnel ou les deux. Pour les besoins de la démonstration, on a coché les deux, mais si vous cochez uniquement habitation, vous n'aurez que les questions relatives à l'habitation qui se dérouleront dans la suite du parcours. Là, pour vous présenter la totalité des questions, on a coché usage mixte, habitation et professionnel. Donc ensuite, on va avoir des écrans relatifs au logement d'habitation. Le nombre de logements créés qui va être utile notamment pour appliquer l'abattement sur les 100 premiers mètres carrés de l'habitation, des logements à usage d'habitation principale. Les nombres de maisons, d'appartements. Donc c'est le même mécanisme d'encart qui se déplie lorsqu'on coche la case. Le cas des logements sociaux aussi, qui va donner lieu à un certain nombre de questions particulières au cas des logements sociaux. L'idée, c'est vraiment, via ce parcours, d'arriver à récupérer l'information qui couvre toutes les situations donnant lieu à des modalités de calcul spécifiques, des exonérations, des abattements, etc. Et donc, pour répondre à la question d'un de nos adhérents, les surfaces, par exemple, à déclarer, ce sera la surface de plancher, enfin la surface taxable qui sert au calcul de la taxe d'aménagement, comme c'était le cas avant. En résumé, voilà, on ne change rien aux règles. Ça, ce qui a changé dans le cadre du transfert, en fait. c'est vraiment uniquement l'exigibilité qui se situe à la date d'achèvement et non plus au début de l'histoire et en fonction de la validation de l'autorisation d'urbanisme. Toutes les règles de calcul et toutes les notions a fortiori de surface et puis situations particulières donnant lieu à exonération ou abattement ont été transposées à l'identique. Alors sur ce sujet des surfaces, ça signifie objectivement que la confusion qui peut parfois exister entre les notions de surface au titre de l'urbanisme et puis les surfaces foncières donnant lieu à l'évaluation foncière, cette possible confusion, en l'état, elle reste tout à fait identique. Et bon, typiquement, notamment pour les propriétaires lambda, entre guillemets, qui ne sont pas férus et pointus sur ces notions-là, c'est un sujet de préoccupation pour, dans le parcours, les amener à prendre conscience de cette disparité. La suite de l'histoire tout à fait logique, ce serait une convergence de ces notions, bien évidemment, pour simplifier cette approche. D'accord. Mais ça, là, je commence à faire de la science-fiction et on n'en est pas encore tout à fait là. Mais donc aujourd'hui, ce sera assez logique. Comme avant, mais en ligne. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Mais les notions, y compris les notions de les surface, modes de calcul et tout ça, le mode de calcul n'est aucunement modifié. Donc là, on est sur un écran relatif aux logements sociaux, donc il ne s'affiche que si vous avez déclaré au préalable qu'il y a des logements sociaux dans votre programme immobilier. C'est un écran qui va évoluer un petit peu dans les semaines à venir. On a travaillé, parce que là, il ne couvre pas tout à fait tous les cas d'exonération. Donc on a travaillé avec les représentants des bailleurs sociaux pour voir avec eux, il va y avoir des questions complémentaires qui vont être ajoutées sur cet écran pour essayer de couvrir au mieux tous les cas d'exonération relative aux logements sociaux. Juste simplement, effectivement, par rapport à une question qui est posée dans le chat, vous avez pris cet exemple du logement, mais les déclarations nécessaires pour le calcul de la TA vaut aussi pour les projets tertiaires, simplement. Voilà, tout à fait, pour les locaux professionnels, strictement de la même façon. Et dans une logique de déclaration conjointe, déclaration foncière et de taxe d'urbanisme, la déclaration foncière étant la transposition de la déclaration 6660 REV qui a existé antérieurement pour les locaux professionnels. Du coup, après, on a un certain nombre de questions relatives à tous les logements, les locaux à usage d'habitation qui vous sont demandés. Et on a déclaré tout à l'heure qu'on avait un programme immobilier avec des logements et des locaux à usage professionnel. Et donc, l'écran suivant demande un peu quels sont les types de locaux à usage professionnel qui existent dans ce programme immobilier. Donc, on a vraiment balayé large. On a mis tous les types de locaux possibles. C'était une question justement par rapport aux sous-destinations qui sont déclarées dans le PC. Vous allez vous caler peut-être C'était une question que je me posais parce qu'aujourd'hui... Disons, alors je ne sais pas si ça va répondre à votre question, mais on est dans une démarche vraiment d'identification
Pour la partie foncière, Ouais, c'est ça. pour déterminer l'une des 38 D'accord. catégories dont relève, en termes d'évaluation foncière, le local en projet. Et puis pour ce qui est de la partie taxe d'aménagement, on prend en compte toutes les spécificités D'accord. qui conduisent à des règles de calcul différentes pour C'est les ça, locaux parce professionnels. En résumé, c'est vraiment cela. Ça ne se recoupe pas complètement. Et mais- malheureusement, là aussi, mais voilà, ça se donc, recoupe pas On est vraiment complètement. dans une logique Voilà, de ouais. synergie avec l'évaluation foncière. Mm. Et non pas de synergie avec les règles de l'urbanisme. Mm. En fait. Donc on va plus se rapprocher effectivement des catégories de locaux professionnels utilisés pour l'évaluation foncière, plus que de notions d'urbanisme qu'on D'accord. pourrait retrouver dans Et en les... faisant ça, c'est jointer peut-être les un autres point, et effectivement, correspondre les autres. Il risque d'y avoir pas mal de questions. Donc voilà. Et donc on a ensuite un écran qui est relatif aux espaces de stationnement, piscine, abris de jardin. Voilà, donc locaux de type dépendance au sens foncier, avec la première question donc, qu'on a cochée sur les parkings souterrains aériens qui bénéficient d'une exonération puisqu'ils sont dans le plan Quand ils vertical. sont dans la projection verticale. Voilà. Donc pour les adhérents, avant qu'ils posent la question, parce qu'elle est posée très fréquemment et je l'ai soumise, on aura une doctrine fiscale donc, qui sera publiée, qui apportera toutes les réponses à toutes ces questions, sachant que voilà, on avait déjà eu des débuts de réponses à ces questions-là, mais voilà. Oui, Bon, tout il y à aura fait, ouais. une doctrine fiscale comme on en connaît en matière de taxes foncières. Sur le Exactement. dispositif Pinel, ce sera Exactement, le même selon une mécanisme. logique très classique. Suite dans le cadre du transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme, des règles qui relevaient du Code de l'urbanisme ont migré schématiquement en environnement, Code général des impôts et livre des procédures fiscales. Et donc, suite à cela, un travail de rédaction de la doctrine du BOFIP est en cours par les collègues de la direction de la législation fiscale. À qui on a transmis tous vos jolis schémas Voilà, que vous nous exactement. avez envoyés. Voilà, donc, L'idée étant vraiment d'être le plus précis possible et D'être le plus pratique proche, possible voilà, de la dans le pratique. cadre de cette doctrine. Donc, effectivement, ça fait, tous les exemples que vous avez pu nous transmettre alimentent la rédaction de cette doctrine. L'idée étant vraiment de clarifier, y compris sur des exemples précis, ces situations qui peuvent être très variées en termes de réalité du terrain, on va dire. Et donc voilà, là on touche au but, on a un dernier écran récapitulatif avec les surfaces totales et là on a fini la partie taxe d'urbanisme. Donc après, il y a éventuellement une partie foncière pour les locaux communs, éventuellement les lots invendus. Mais là, on Exactement. Voilà. Alors ça, c'est un point important, effectivement, Marjorie. Donc, pour ce qui est d'une position classique pour vous de promoteur, étant donné que le promoteur est responsable, est redevable de la taxe d'aménagement sur l'intégralité du projet, donc on parle bien dans le cadre de la déclaration que l'on vient de dérouler de l'intégralité du projet immobilier. Et puis, reste la composante foncière au moment de l'achèvement des travaux. Chacun des propriétaires ayant acquis un ou un lot en VFA est responsable du dépôt de sa déclaration foncière au sein de son espace personnel et au sein de son espace GMBI sur impôts.gouv. Donc ça, très pratiquement, ça peut changer, ça peut interférer dans les pratiques qui pouvaient exister. Oui, parce qu'on avait parfois des promoteurs qui, pour accompagner leurs clients, réalisaient préparer les déclarations H1, H2. Donc formellement, en termes d'accès, ce sera bien le propriétaire ayant acquis en VFA qui devra déposer sa déclaration, réaliser son parcours de déclaration foncière sur ces biens-là, sur les lots ayant été acquis. Et donc, le promoteur pourra être amené à dérouler cette déclaration foncière pour les locaux communs de la copropriété. Et puis, pour les éventuels lots invendus au moment de l'achèvement des travaux, typiquement. Et alors, il y a beaucoup de questions, mais on s'en doutait, on avait anticipé, sur les transferts de permis, les cotitularités. On a beaucoup parlé du développement de la copromotion. Donc ça, c'est un point que vous avez en tête. Oui, tout à fait. Alors, sur les transferts de permis, très pratiquement, transfert de permis dans le cadre des mutations, etc. Pour le résumer, moi, j'aurais tendance à dire que nous, on ne connaît que le propriétaire et donc le titulaire d'un permis à un moment donné. Et donc, très objectivement, un propriétaire A obtient un permis, ce permis est transféré à un nouveau propriétaire B. En fait,
pour nous, ça va être assimilé de manière assez pratique à un permis, un nouveau, Et voilà, ça une fera partie mutation des et un nouveau déclarations, permis. entre guillemets, rectificatives qui interviendront Eh. entre celles qui ont été opérées après l'obtention du permis et celles qui seront faites à l'achèvement. pour Exactement. éventuellement Alors, ce qui rectifier. pourrait se passer, c'est qu'effectivement, Il y a le sujet des acomptes, il y voilà, ait c'est eu ça. des acomptes payés avant le transfert du permis. Dans ce cas-là, on détricote, on fait la gomme en gros, et donc on remboursera ces acomptes et on recommencera la séquence avec le nouveau titulaire schématiquement. C'est vraiment ça. Sur les situations de cotitularité, ça fait partie des sujets qui sont en cours d'examen, effectivement. Enfin, nous, on s'adresse en l'état, on va le résumer comme ça, à un seul et unique redevable, en tout cas de personnes que l'on a identifiées comme telles. Mais ces situations de cotitularité, on est en train de les regarder pour voir comment les articuler au mieux avec notre système déclaratif. Ouais. Oui, ce qui visiblement est une situation Il y a beaucoup qui se développe. d'opérations de copromotion, donc Ouais. effectivement, il peut y avoir des co-titularités ou Ouais. des transferts. Donc D'accord. effectivement, il y a beaucoup de sollicitations, Ouais, il y a bien beaucoup de sûr. questions dans le chat sur ce sujet. Effectivement, on y reviendra, enfin on déroule, parce que le temps passe, donc on ne peut pas répondre à toutes les questions, mais effectivement, ça fera partie peut-être des spécificités à voir. Vous parliez de la déclaration fiscale sur les parties communes des immeubles neufs. Logiquement, c'est le syndic voilà, qui fait ça. Donc ça aussi, j'imagine, on peut peut-être travailler à des systèmes de plateforme, comme on avait ce sujet entre propriétaires fonciers titulaires du permis. Il faut vraiment qu'on voit cette Voilà. articulation. Le principe est effectivement que c'est le redevable de la taxe foncière qui a vocation à assurer ce dépôt. Donc on cible la copropriété, schématiquement. Après, il faut vraiment qu'on articule ça et là, pour le coup, la pratique sera intéressante pour qu'on puisse caler au mieux le dispositif déclaratif pour savoir si effectivement l'idée est plutôt de le faire porter sur le promoteur avant solde de tout compte, schématiquement, ou par la copropriété au sens classique, quoi. On va enchaîner parce que le temps oui, passe. Oui, avec tout à fait. Peut-être effectivement avec un zoom que l'on avait prévu sur le projet Delta et surtout alors qui est un référentiel des délibérations en matière de taxes d'urbanisme, en matière de taxes d'aménagement, tout dans notre logique de modification, enfin de transfert de la liquidation des taxes d'urbanisme, au-delà des synergies avec la matière foncière, l'idée était vraiment de s'appuyer sur une automatisation, en tout cas sur une limitation des interventions manuelles sur les dossiers à chaque fois que cela est possible, dans un souci d'efficience et de rapidité de liquidation. Et donc dans ce cadre-là, donc les informations individuelles sur le projet, on va dire, sont récupérées par le biais de la déclaration dématérialisée que l'on vient d'évoquer. Et ensuite, pour calculer une taxe d'aménagement, j'ai besoin d'éléments de calcul un peu généraux qui sont les éléments issus, donc taux et exonération, issus des délibérations des collectivités, en tout cas, alors ce soit des valeurs forfaitaires, soit le fruit de ces éléments votés par les collectivités. Et donc, dans le cadre de ce transfert, a été mis en place par la DGFiP un référentiel des délibérations qui s'appelle Delta, qui effectivement a été et continue d'être alimenté directement par les délibérations des collectivités. Donc ce sont les collectivités locales qui avant tout mettent à jour directement à chaque fois qu'elles prennent une délibération sur le sujet de la taxe d'aménagement, que ce soit pour une mise en œuvre ou pour une modification des taux applicables, par exemple. Les collectivités, via une interface dont elles ont l'habitude, qui est le portail Internet de la gestion publique, vont venir indiquer le contenu de cette délibération et du coup vont venir alimenter ce référentiel qui, du côté de la liquidation des taxes d'urbanisme, va nous permettre, nous, de mobiliser directement ces informations et de procéder à un calcul de façon automatisée chaque fois que cela est possible. Donc on est vraiment dans une logique où, pour un maximum de situations, quand ce ne sont pas des situations atypiques, comme l'évoquait Marjorie tout à l'heure, nécessitant une vérification préalable par un agent des finances publiques, comme par exemple les montants de RAP payés que l'on évoquait tout à l'heure. Chaque fois qu'on est dans un cas simple, schématiquement, le calcul va vraiment se déclencher d'office sur la base des informations présentes dans ce référentiel des délibérations. Donc,
un point d'attention très important et un travail très important qui a été fait pour initialiser, pour la première marche de ce référentiel des délibérations, qui a été déroulé typiquement en 2022, pour disposer d'une information sur les délibérations déjà prises qui soit la plus exhaustive et la plus fiable possible. Et puis ensuite, on rentre dans un rythme de croisière au fil des délibérations nouvelles par les collectivités. Donc, chaque collectivité a donc avec un rythme qui est en fonction des dates limites de délibération et une prise en compte de ces délibérations pour effectivité l'année suivante, au 1er janvier de l'année suivante. Les collectivités, une fois la délibération prise et une fois le contrôle de légalité opéré sur cette délibération, vont venir alimenter ce référentiel Delta. Et nous, schématiquement en liquidation, on va venir piocher dans ce référentiel pour calculer les informations. Un point intéressant sur ce référentiel des données de délibération de taxes d'urbanisme, il est partagé et mis à disposition en open data. On en avait discuté l'année dernière, exactement. Et donc cette mise en open data, elle est effective depuis le mois de janvier dernier. Et donc, on a mis l'adresse sur la diapo, mais sur le site data.gouv.fr, qui est traditionnellement le site de mise en open data des données publiques, on va dire, figure cette exposition ouverte à tous de l'ensemble des données de taux et exonération applicables, étant le fruit des délibérations des collectivités. Ce qui peut être un élément intéressant à récupérer, y compris pour mobilisation dans les systèmes d'information ou dans les solutions logicielles offertes aux promoteurs typiquement. C'est facile à trouver dans Google, on tape référentiel des délibérations taxes d'aménagement en open data et c'est la première ligne qui sort. Oui, tout à fait. On sent que d'autres ont tapé. et donc évidemment, ça va de soi, mais il vaut mieux le dire, ces données en open data seront régulièrement actualisées avec les nouvelles délibérations ayant été prises, ainsi de suite. Et notamment celles qui pourront intervenir l'année prochaine. J'en profite pour faire le rappel. Exactement. Sur lequel on reviendra, parce là aussi on vous a transmis des exemples d'opérations, puisqu'à partir du 1er janvier 2024, les collectivités pourront, si elles le souhaitent, puisque c'est une exonération facultative, prévoir une exonération à la faveur des constructions sur d'anciens sites d'ICPE. Voilà, donc si une collectivité prend une telle délibération, elle pourra la mettre sur cette plateforme là, qui est en open data. C'est très clair. Alors, on a beaucoup de questions et le temps passe. Simplement, ça aussi, c'est un point qu'on avait abordé au précédent webinaire sur le sujet des recours. Voilà, donc on a bien repris les textes et on vous confirme que ce qui était valable avant, donc le 1er septembre 2022 pour les adhérents qui nous ont rejoints en cours de route, puisque ce dont on est en train de vous parler, c'est le nouveau régime de taxes d'aménagement applicable au dépôt de PC depuis le 1er septembre 2022. Donc là, pour le coup, recours avant-après, ça ne change pas. Exactement. Dès lors qu'on a un recours contraint permis, il y a une suspension, en fait. Exactement. Ça a un caractère suspensif sur l'exigibilité, on va dire, et notamment des acomptes quand on sera dans la logique d'acompte. Très bien. Et donc, ça nous fait la transition avec l'intervention de Maître Vaz et Bono sur l'actualité jurisprudentielle, donc qui porte essentiellement, alors à la fois sur la taxe d'aménagement et les conventions de pub, parce qu'on a eu pas mal de décisions sur ces deux sujets. Et je leur cède la parole, sans plus attendre. Bon, bonjour à tous. Donc Olivier Bonneau du cabinet Rivière. Un petit mot de transition, parce que on écoutait avec attention ce que disaient les deux personnes de la DGFiP juste avant, les liquidatrices entre guillemets. C'est extrêmement intéressant de voir que on revient à une logique fondamentale, c'est-à-dire grâce à la numérisation, puisque il y a quelque temps on avait les formulaires de permis de construire qui étaient accroché, ou plutôt il était accroché au formulaire de permis de construire CERFA, les éléments fiscaux. Et parfois, ça nous faisait douter, nous, avocats qui pratiquent le droit de l'urbanisme, en plus de la fiscalité de l'urbanisme, de la réintégration de dispositions fiscales dans le spectre de la légalité des permis. Ici, avec le mouvement qui s'amplifie avec la réforme que vous expliquiez tout à l'heure, notamment sa numérisation, on revient à un principe qui nous semble fondamental de détachabilité des dispositions fiscales des permis de construire, ou en tout cas
du volet fiscal d'une opération immobilière, et on trouve ça très sain. Et vous vous rappelez à l'instant même, d'ailleurs, un point important, le moment du contentieux qui, contre un permis de construire, qui vient toutefois suspendre l'exigibilité des taxes. Alors, c'est Antoine qui va commencer à parler de l'actualité. On a 5 décisions à vous présenter le plus rapidement possible, puisque de toute manière, on a assez peu de temps. Et je lui laisse la parole. Merci Olivier. La première décision qu'on voulait aborder avec vous est une décision qui a été rendue en mars 2022 et qui apporte une précision utile. Tout d'abord, elle rappelle le principe que lorsqu'une autorisation d'urbanisme est délivrée à plusieurs personnes, lorsqu'on a une co-titularité sur un permis de construire, chacun des titulaires de l'autorisation est redevable de la totalité de la taxe et est offert à l'administration fiscale une faculté de mettre à la charge soit de l'un, soit de l'autre, soit des deux, cette taxe. Et donc, sous réserve évidemment que le montant total, quand on additionne les 3 titres, donc dans l'occurrence dans l'exemple, les 3 titres de perception n'excèdent pas le montant de la taxe totale. L'apport de cet arrêt donc, de 2022 est de préciser que cette faculté qui est offerte à l'administration demeure même lorsque le terrain a été divisé avant le permis de construire, et même lorsque l'administration fiscale dispose de la répartition des surfaces de plancher entre les différents promoteurs. L'exemple est assez étrange puisque, en l'occurrence, c'était 3 pétitionnaires qui avaient déposé une seule demande de permis de construire valant division sur 3 terrains distincts, donc 3 propriétaires de 3 terrains différents qui déposent un seul et même permis de construire, donc des terrains qui sont déjà divisés, avec une répartition des surfaces qui est assez claire. Mais pour autant, le Conseil d'État nous dit peu importe, la faculté de mettre à la charge de l'un des pétitionnaires la totalité de la taxe d'aménagement demeure. Il y a une interrogation qui nous est venue tout de suite lorsqu'on a lu cet arrêt, qui a été rendu sous l'ère des anciennes dispositions du Code de l'urbanisme, qui disait que étaient redevables le ou les bénéficiaires du permis de construire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans le CGI, puisque l'article 1635, quater C du CGI, nous dit que est redevable de la taxe d'aménagement le bénéficiaire. Donc, on a une espèce d'hésitation avec ce texte. Est-ce que la solution serait la même aujourd'hui, puisqu'on n'a plus la possibilité, le texte ne permet plus de mettre à la charge de tous les bénéficiaires cette taxe d'aménagement? La question demeure, elle n'est pas tranchée, puisque la réforme est récente, mais il y a un sujet et il va falloir être vigilant sur ce point. Alors effectivement, je rebondis, merci pour présenter cette jurisprudence, parce qu'on a aussi des questions dans le chat, donc ça on l'avait dit, sur les co-titularités de permis, et sur aussi l'hypothèse assez classique, effectivement aussi, de la demande de permis qui porte sur plusieurs parcelles cadastrales. Donc là aussi, savoir comment ça va être traité dans la plateforme. Est-ce que chaque propriétaire des parcelles qui sont comprises dans l'assiette du PC auront cette fameuse notification, voilà. Et comment ça se passe s'il y a un ou plusieurs promoteurs ensuite titulaires du permis. Voilà. Donc, on va pouvoir affiner les cas particuliers. Exactement, effectivement. La rédaction, comme vous l'évoquiez, n'a pas été strictement reprise au caractère près. Il faut vraiment que l'on regarde comment s'articule cette décision du Conseil d'État et la rédaction en contexte CGI, on va le dire, et que l'on précise ces différents points. Ça fait d'ailleurs partie des points qui pourront donner lieu à des éléments de précision dans la doctrine. Oui. Donc ça fait partie des points qu'on regarde avec nos collègues de la direction de la législation fiscale. Ok. Je passe la main à Olivier pour la suivante. Alors, on change le son aussi. Vous m'entendez bien? Oui. Ouais, c'est bon. Oui. Pardon. Donc, l'arrêt suivant du Conseil d'État, qui est un arrêt inédit, qui n'a pas vocation à poser un principe indélébile, et peut-être tant mieux, puisque les textes également ont changé dans le cas qui nous intéresse, vient dans un cas assez particulier, qui est le cas d'un pétitionnaire qui a réalisé des constructions qui bénéficient d'un abattement, et on a eu dans ce dossier-là la proposition de redressement par l'administration fiscale au moment de la livraison, puisque les locaux étaient vacants au moment de la livraison.
Et l'abattement était relatif donc à l'absence d'exploitation, pardon, à la mise en exploitation commerciale de locaux artisanaux. Et le fait que les locaux soient vacants était pour l'administration, au moment de la livraison, une des raisons de redresser le pétitionnaire, puisque à l'époque, avec les textes applicables, autant les règles qui président à la détermination du calcul de la taxe d'aménagement sont celles en vigueur au moment du dépôt du permis de construire, et celles relatives au mécanisme d'abattement étaient plutôt relatives au moment de la délivrance du permis de construire. Et donc, en fait, l'administration fiscale a essayé de dire que si on avait déclaré pour bénéficier d'un abattement au moment du permis de construire, que des locaux allaient bénéficier d'un abattement, le fait qu'au moment de leur livraison, en quelque sorte, ceux-ci ne soient pas occupés, soient vacants, puisqu'ils n'ont pas encore reçu leur locataire, qui correspondait à la catégorie de l'abattement, l'administration a essayé d'utiliser le texte relatif aux modalités de calcul de l'abattement avec un point de départ différent, celui de la délivrance du permis de construire et non pas de la date du dépôt du permis de construire. L'administration a essayé de redresser le pétitionnaire sur ce fondement-là. Et le Conseil d'État nous dit non, ce n'est pas parce qu'au moment de la livraison, les locaux sont vacants que cela constitue une raison de revenir sur l'abattement prévu par les textes. Et malgré donc vous l'avez compris, le flottement entre les critères de déclenchement de ce fameux abattement, qui ne sont pas les mêmes en fonction de la date de dépôt du permis et la date de délivrance de celui-ci. Ce qui est intéressant, c'est que il faut couper au-dessus, Olivier. Ce qui est intéressant, c'est que le CGI évoluait, enfin, le texte, quand ils sont passés du code de l'urbanisme au CGI, ont évolué sur ce point. C'est-à-dire qu'avant était indiqué que le fait générateur de la taxe était effectivement la délivrance du permis. Il n'y avait pas de précision sur à quelle date on devait se placer pour apprécier les règles applicables. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le CGI, lui, il vient faire une précision. Il nous dit les textes applicables. Donc, on va faire les calculs avec les textes qui étaient applicables à la date de la délivrance. Donc ça, c'est l'article quater F, 1635 quater F. Et en revanche, on va apprécier les caractéristiques présentées par la construction. Donc, est-ce qu'elles peuvent effectivement bénéficier des exonérations, etc. Est-ce que la construction est effectivement celle qui a été déclarée au moment de l'achèvement, donc de la date d'exigibilité, pardon. Donc, se pose la question de savoir si la solution, encore une fois, rendue par le Conseil d'État, serait la même aujourd'hui, au visa des dispositions du CGI. Parce que, encore une fois, la décision qu'on commente a été rendue sous l'égide du Code de l'urbanisme, qui n'apportait pas ces précisions. Alors ça, c'est vrai que c'est une difficulté que les promoteurs remontent souvent, c'est que, en particulier dans le secteur du tertiaire, on peut déclarer la destination X ou Y, et in fine, parce que le marché a évolué, parce qu'on avait un preneur qui finalement sort du projet, etc., on fait évoluer. Donc là, effectivement, le système de déclaration à l'achèvement est assez intéressant par rapport à l'ancien régime, où il y avait aussi cette possibilité d'actualiser les informations, mais là finalement on déclarera ce qui est fait et l'opération telle qu'elle est, les fameuses caractéristiques dont parlait Maître Vaz, on les déclarera après l'achèvement. Donc il y aura moins de pertes en ligne entre Exactement, guillemets. parce qu'en fait, on va vraiment, pour être caricatural, faire une photo à la fin de l'histoire. Et donc, au moment de l'achèvement, et selon des caractéristiques qui sont les caractéristiques définitives. Alors, c'est vrai pour les situations que vous évoquez, mais de manière plus large, parce qu'il y aura eu des modifications substantielles dans le projet, ainsi de suite. On devrait être, je suis prudente, mais on devrait être dans une logique de contentieux moins important.
parce que une situation à l'achèvement qui est normalement celle qui est réellement sortie de terre, donc qui n'est plus dans une situation prévisionnelle Alors, en tant que telle. La difficulté pratique, mais qui est toujours le cas, c'est que là, effectivement, on aura toutes ces déclarations à l'achèvement, sauf pour les opérations de plus de 5000 m², mais la difficulté de budgéter, c'est vrai qu'il y a toujours cet exercice finalement de calcul prévisionnel de la taxe d'aménagement pour les promoteurs dans le cadre de leur bilan. Donc, oui, tout à fait. on peut supposer qu'il y aura quand même moins de pertes en ligne à la fin. Et pour juste apporter une précision, une ultime précision sur cet arrêt, en revanche, il nous semble que la solution qui a été rendue, c'est-à-dire que le fait que les locaux étaient vacants à l'achèvement de la construction va rester, puisque de fait, en principe, les locaux, de toute façon, seront vacants à l'achèvement de la construction. Le jour de l'achèvement de la construction, les locaux seront vacants. Ils ne le seront pas forcément après, mais il est à parier que l'administration fiscale regardera la nature et est-ce qu'ils sont susceptibles d'effectivement accueillir les activités, mais pas si l'activité est exercée au jour de l'achèvement, ce qui nous paraît logique. Pour la suite. Ok, on peut passer au prochain slide, s'il vous plaît, sur l'arrêt du 31 mars 2022, qui est venu clarifier quelque chose d'assez évident sur, là encore, le champ d'application de la taxe d'aménagement, notamment en venant préciser qu'est-ce que c'est qu'une reconstruction et un agrandissement dans les critères qui déclenchent donc la taxe d'aménagement. Alors, dans cet arrêt du Conseil d'État du 31 mars 2022, a été décidé que doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. La question pouvait exister puisque en matière de taxe Île-de-France, pour les promoteurs concernés et qui connaissent bien ces notions, il est fait exception à ce principe de démolition-reconstruction en prenant compte des bâtiments existants sur le terrain d'assiette de l'opération, de leur surface, et en fonction de l'opération nouvelle qui est réalisée sur le terrain, on vient déduire les surfaces existantes. En matière de taxe d'aménagement, le principe est tout autre. C'est assez intéressant de lire les conclusions du rapporteur public en la matière, puisque la logique fondamentale de la taxe d'aménagement est autre. Et on vient donc préciser qu'une opération dans laquelle, même si des bâtiments existent sur un terrain et qui font l'objet d'une démolition, on va prendre en considération l'intégralité des surfaces construites, plutôt reconstruites à l'occasion de cette opération pour asseoir la taxe d'aménagement. Et donc, si on est clair sur ces éléments, les bâtiments existants qui ne seraient pas démolis et qui feraient l'objet d'un agrandissement seraient taxés simplement sur leur agrandissement. Les bâtiments, vous l'avez compris, qui font l'objet d'une démolition et reconstruction, à l'exception des démolitions reconstructions à l'identique qui font l'objet d'une exception dans le code, pour le coup, seraient taxés en totalité. Se pose en creux la question des opérations mixtes, où on démolit partiellement un bâtiment qui fait l'objet ensuite d'un réaménagement profond, et on croit pouvoir déceler dans la jurisprudence, en tout cas dans ces tendances, que s'appliquerait une logique tout aussi mixte que l'opération, c'est-à-dire qu'on viendrait normalement, on devrait pouvoir déduire les surfaces conservées de celles produites dans l'opération mixte, qui viendraient donc, même s'il y a des démolitions, conserver une certaine partie des bâtiments existants, et par ailleurs, on devrait taxer donc les nouvelles surfaces qui résulteraient comme en matière d'agrandissement quelque part, de l'opération de construction.
Alors, c'est vrai que c'est pas forcément intuitif entre guillemets pour les adhérents. C'est vrai qu'on a beaucoup de questions. C'est pour ça que je vous remercie d'être revenu sur cette décision, parce qu'effectivement, la logique, on se dit, on a un bâtiment, je dis une bêtise, de 500 mètres carrés, je démolis, je reconstruis 1000 mètres carrés, je vais payer de la taxe d'aménagement sur les 500 mètres carrés nouveaux que je vais créer. C'est pas cette logique-là. Donc, c'était important d'y revenir. C'est d'autant plus perturbant qu'en effet, il y a une exception qui est prévue pour les taxes région Île-de-France, comme je le rappelais tout à l'heure. Et en la matière, on n'a pas ce même mécanisme de repartir à zéro quelque part après une démolition. C'est vrai qu'en plus, comme on n'arrête pas de nous inciter à faire du renouvellement urbain, on pourrait se dire que ce serait une sorte d'incitation fiscale finalement à encourager ces opérations de renouvellement urbain. Et fiscalement, aujourd'hui, c'est pas encore ça. Voilà, donc, il reste encore quelques décisions. Il reste 2 slides. Bon, on va aller vite. Et d'ailleurs, je rebondis sur la dernière chose que vous venez de dire. Ce qui est intéressant, c'est que le rapporteur public dans l'affaire rappelait effectivement qu'il n'y a pas d'incitation fiscale, que les dispositions, la différence de régime entre l'agrandissement et la reconstruction n'est pas liée à une incitation fiscale. Alors, je ne vois pas ma slide, mais moi, je l'ai sous les yeux, normalement. Hop. Super, merci beaucoup. Alors, c'est une décision qui a été rendue par la Cour administrative d'appel de Nantes, donc qui n'est pas confirmée encore par le Conseil d'État. Je ne crois pas qu'elle ait fait l'objet d'un pourvoi, d'ailleurs. Qui vient apporter une précision utile. La Cour administrative de Marseille avait déjà jugé en 2016, et là encore, il n'y a pas eu de pourvoi réformé, et donc une jurisprudence qui n'est pas confirmée par le Conseil d'État, mais en tout cas qui n'a pas été infirmée jusqu'alors. Donc la Cour administrative de Marseille avait jugé expressément qu'une convention de projet urbain partenarial ne peut pas être conclue ni affichée après la délivrance du permis. C'est une condition de légalité de la convention de PUP. En revanche, ce que vient de nous préciser aujourd'hui la Cour administrative d'appel de Nantes, c'est que pour bénéficier de l'exonération de la part communale et intercommunale de la taxe d'aménagement, qui est permise par le PUP, par le biais du PUP, il faut respecter cette chronologie. C'est-à-dire qu'il y a 2 cliquets. Le premier, c'est la validité de la convention de PUP, qui doit être antérieure au permis, et surtout, et aussi, le bénéfice de l'exonération de la part communale. C'est-à-dire que si la convention de PUP est conclue après, et surtout affichée après, parce qu'il y a des modalités particulières d'affichage en mairie, ou en ligne selon la taille de la commune, ou dans les services de l'État en fonction, ou chez les services de l'État, si elle est affichée postérieurement, on ne peut pas bénéficier de cette exonération. Donc il y a une vigilance accrue à avoir pour les parties prenantes à cette convention, notamment les parties privées, de veiller à ce que le permis soit bien obtenu après. Et donc il y a un échange qui ait lieu entre les communes, par exemple les communes et les promoteurs, pour un exemple très concret, pour que le calendrier soit tenu et qu'il y ait un contrôle là-dessus. Et voilà, ça fait partie des questions, peut-être. Oui, allez-y, pardon. Non, je posais la question justement, ça fait partie des questions qui sont posées dans peut-être le formulaire, c'est un point qu'il faudra. Oui. Comme c'est un cas d'exonération. Oui. Voilà. Oui, la question est posée. Alors après, il n'y a pas la précision, effectivement, de l'affichage. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est pas le lieu. Le cas des PUP est explicitement évoqué. Et comme il y a une expertise agent, enfin, c'est un cas justement où un agent doit venir confirmer ou infirmer l'octroi de l'exonération, on pourra effectivement attirer l'attention de nos agents sur ce point-là. Ok. Et on peut passer à la dernière, je pense, qui est peut-être la plus intéressante de la journée. Alors, je ne sais pas si c'est la plus intéressante, parce que tout était intéressant, mais dernier cas de jurisprudence important, en effet, la confirmation par le Conseil d'État le 12 mai 2023, donc c'est tout récent, et c'était aussi un arrêt de principe qui recueille le bon aux tables. Donc un projet urbain partenarial, un contrat de PUP, est un contrat administratif. Et à ce titre, ce contrat fait l'objet donc des contrats qui sont attaquables par les tiers au contrat administratif, comme beaucoup d'autres contrats administratifs que l'on connaît tous, notamment les marchés publics, etc. Et c'est quand même... alors, c'est vrai que si on prend cet outil
d'urbanisme négocié, d'urbanisme opérationnel négocié, qu'on avait eu tendance à considérer comme un contrat souvent d'adhésion, dans lequel, certes, la partie pétitionnaire peut négocier avec l'administration, mais il ne faut pas être dupe. C'est un outil qui est souvent négocié de manière assez unilatérale avec l'administration. On pouvait avoir quasiment oublié la nature contractuelle de cet outil. Et le Conseil d'État vient de nous rappeler, après la Cour administrative d'appel de Nantes, qu'il avait fait le 23 juillet 2018, que ce contrat est bien un contrat administratif classique et qui donc peut être attaqué par les tiers. Alors on se dit de suite, mince, encore quelque chose qui va ralentir les opérations immobilières, puisque ça ouvre, alors qu'on arrive à restreindre le champ d'application des recours possibles contre les autorisations d'urbanisme avec différentes réformes, on ouvre une boîte de Pandore si on passe par l'urbanisme négocié. Parce que le PUP est un outil assez vertueux, dans lequel on peut préfinancer les opérations d'urbanisme importantes et négocier dans la mesure du possible avec l'administration les conditions dans lesquelles les subsides vont être versés pour réaliser l'opération immobilière et les équipements attenants. Cette possibilité d'attaquer ce contrat peut parfois paralyser certains acteurs. En réalité, si on revient à ce que je disais en introduction, la détachabilité des dispositions fiscales, entre guillemets, d'une opération nous semble devoir préserver le fait que l'opération puisse continuer. C'est-à-dire que si le permis de construire n'a pas été attaqué, mais que la taxe perçue au titre du contrat de PUP l'est par le biais d'un recours contre le fameux contrat devant le juge administratif. Pour nous, cette question financière n'est pas de nature à paralyser le lancement de l'opération. Alors, je le dis pour les adhérents qui nous écoutent, puisque les recours sont souvent un sujet de préoccupation important. Évidemment, ici, il y aura une perturbation dans les relations avec l'administration, puisque l'administration attend la participation du contrat urbain partenarial, mais toutefois, l'opération peut commencer. Et le simple recours contre le contrat n'est pas non plus de nature à empêcher l'exigibilité de la taxe, de la participation. Donc, a priori, cette ouverture d'un nouveau cas contentieux, ou du moins cette confirmation d'un nouveau cas contentieux, n'est pas complètement de nature à empêcher les opérations de se faire. Il n'y a pas de contamination, entre guillemets. Il n'y a pas de contamination du permis de construire. Simplement, il faudra définir des nouvelles modalités financières pour financer ces équipements publics qui, quand même, servent à l'opération. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points. On avait fait le point sur l'actualité jurisprudentielle. Merci beaucoup. Juste parce qu'on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc je rappelle qu'effectivement, on poursuit nos échanges sur cette réforme qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2022, donc pour les demandes de permis de construire déposées depuis cette date-là. Il y a eu beaucoup de questions sur des cas un peu singuliers, mais peut-être qu'on pourra y revenir. Donc à la fois le sujet des conventions de pub, c'est vrai que c'est assez intéressant. Les projets en ZAC aussi, on a eu pas mal de questions sur ce sujet-là. Tout ce qui a trait, mais là aussi l'actualité jurisprudentielle était une bonne recontextualisation sur tous les cas de permis avec plusieurs parcelles, plusieurs propriétaires fonciers. Tout ce qui a trait au transfert aussi et co-titularité de permis, sont des questions assez fréquentes. Donc, ce que je vous propose à tous, c'est de prendre un prochain rendez-vous. Pour un peu... On a l'habitude des épisodes depuis qu'on fait ces rendez-vous live. Donc, c'est le deuxième aujourd'hui. Je propose que collectivement on se retrouve par un épisode 3 pour revenir sur les détails pratiques et encore un nouveau cran, entre guillemets, une nouvelle étape dans la mise en œuvre de cette réforme et peut-être faire un focus à la fois sur les évolutions des outils, puisqu'on a compris qu'ils sont en cours de déploiement. On a lancé des pistes aussi sur les liens avec Citadel, etc. Donc ce serait intéressant d'y revenir et puis peut-être faire un focus sur les cas
particuliers qui voilà, Avec ne manqueront plaisir. pas de vous être remontés. Je vous remercie encore à tous. Merci à Maître Vaz et Bono de nous avoir rejoints en distance. Merci à tous d'être restés avec nous jusqu'au bout, même si on a pris un petit peu de retard. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.